Journal du 13h, Le Bonheur. Je suis très heureux de vous retrouver justement en direct avec un invité d'exception, un grand acteur, un comédien. Il va nous en parler, c'est monsieur Philippe Carrois. Tout de suite, nous rejoignons mon invité. Bonjour à tous, bonjour Philippe Carrois. Bonjour Fred. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau en direct dans le journal de 13h Le Bonheur. Allez, on commence parce que vous avez une belle carrière et elle n'est pas finie. Vous étiez étudiant en médecine en 6e année. En parallèle, vous suivez des cours d'art dramatique à Montpellier. Et vous quittez vos études de médecine. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre rêve, c'était d'être médecin humanitaire. Vous avez été influencé par un proche ou un événement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que non, alors moi je suis une famille. Le médecin a passé acteur. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu un grand écart, il n'y a pas un lien direct, presque médecin ou médecin complet. Mais pour revenir un peu au déroulement de mes choix, moi, adolescent, j'ai été fasciné par les héros des temps modernes, qui étaient à l'époque les Bernard Kouchner et compagnie, qui ont un petit peu changé depuis. Un peu beaucoup. Qui représentaient tout ce que j'aimais, c'est-à-dire le voyage, l'aventure. Ils faisaient du bien indiscutablement. C'était des sacrés bons hommes, quoi. Donc moi, adolescent, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de la médecine humanitaire. Et comme j'étais pas trop manchot en études, parce que c'était aussi un moyen d'avoir la paix à la maison, quand tu es une famille nombreuse, le curseur des études pour un père, c'est très sécurisant. C'est ce que tu as des bonnes notes? Oui, tout va bien. Est-ce que voilà. Donc je me suis vite débrouillé pour pas être trop manchot au niveau des études. Donc j'ai réussi ma première année de médecine. Et puis après, quand j'ai commencé à vraiment expérimenter la confrontation, d'une part à la maladie, qui est assez difficile à encaisser quand tu es jeune, que tu vois, c'est quand même lourd, hein, oui. Quand tu vas à l'hôpital et surtout quand tu es jeune, tu te couches tard, tu fais la fête et que le lendemain matin, t'es un externe, t'es externe, donc t'as une blouse, donc toi t'es un médecin quand t'arrives à l'hôpital dans une blouse. Bien sûr. Donc ça, c'était assez lourd. Et puis, j'avais un petit peu des petits dérapages de l'époque, des années 70. Je me cherchais un peu, je me sentais, mais je voulais toujours finir mes études de médecine. Et en fait, j'ai commencé à faire du théâtre, comme quelqu'un pourrait dire, Fred, franchement, je trouve que t'es un peu speed, fais du yoga, et que toi, au bout de 2 ou 3 ans de yoga, tu dis, mais c'est génial, le yoga, je veux devenir un grand gourou du yoga, t'ouvres ton dojo, et tu deviens, voilà. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai commencé à faire du théâtre, pas du tout en me disant, je veux être comédien, j'imaginais même pas faire ça. Je suis pas dans une famille de comédiens. Et peu à peu, j'ai aperçu, j'ai été amené à rencontrer des types de mon âge qui, eux, voulaient devenir comédiens. Donc je me suis dit, mais oui, c'est vrai que ça peut être un métier. Et puis, j'ai constaté le bien que ça me faisait de pouvoir aller sur une scène, de vider mon sac, d'exprimer mes coinçages, mes énergies négatives, parce qu'il y avait de ça aussi qui faisait que j'étais pas très équilibré. Et ça me faisait beaucoup de bien. Mais je voulais toujours continuer mon cursus médical, que j'ai d'ailleurs continué. Et la bascule s'est faite quand j'étais donc en 4e année de 2e cycle, c'est-à-dire en 6e année de médecine, où un jour... C'est déjà énorme, 6e. Oui, j'avais fait plus des 3/4 du chemin, quoi. Parce que c'est plus... Il manquait 1 année et demie, quoi, à peu près. Ah oui. Et là, un agent qui m'avait un peu pris sous son aile, mais je lui avais bien dit, vous savez, moi je vais être médecin, voilà, me dit, je lui avais dit, de toute façon, le théâtre en général, je m'ennuie, et c'est vrai que souvent, quand j'étais au théâtre, j'avais un petit peu ronflé, sauf... J'avais été halluciné et émerveillé par le Théâtre du Soleil. J'avais vu l'Âge d'Or. Ça, on va en parler. Voilà. Et donc, j'avais dit, le théâtre, bof, mais le Théâtre du Soleil, En fait, c'était un petit peu l'effet déclencheur, en fait. Ah oui, complètement. C'est tout à fait ça, le changement de voix. C'est avec, justement, après la médecine, certainement, ça vous a apporté beaucoup. Alors non, c'est pas comme ça. C'est que cet agent m'appelle un jour en me disant, Philippe, vous m'avez parlé du Théâtre du Soleil, je vous préviens qu'Ariane Mouchkine renouvelle complètement sa compagnie et c'est ouvert à tout le monde. T'es pas obligé d'avoir fait le conservatoire ou d'avoir tel âge. Et d'ailleurs, ça drainait énormément de personnes qui venaient tous les matins à la cartoucherie pour essayer. Et moi, j'y suis allé, j'avoue, sans aucune illusion sur le fait d'être pris, puisque j'étais encore très débutant. J'avais fait un peu le conservatoire à Montpellier où j'avais étudié pendant 2 ans. Je prenais des cours de théâtre dans une petite école de théâtre à côté de chez moi dans le Marais, et qui s'appelait le Théâtre Alain Hillel, et j'avais un peu joué, mais enfin voilà, j'étais très 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 débutant et très amateur. Et évidemment, quand tu vas quelque part sans te mettre la pression en disant il faut que je l'ai,
T'es libre, tu y vas, et je pense que c'est ça qui a plu à Ariane Mouchkine. Et au bout de je ne sais plus combien de dizaines de jours d'audition, 3 semaines d'audition, vous êtes plus de 3 semaines, plus de 3 semaines, 3 mois, 3 mois. En fait, Philippe, vous avez été parce que c'est aussi par curiosité aussi à la fois. Non, moi je suis allé pour voir de près cette femme incroyable qui faisait des spectacles qui m'avait ébloui. Et pour découvrir aussi de plus près ce qu'était que le fonctionnement d'une troupe. Mais je me disais, j'ai la chance d'aller côtoyer cet univers, et puis probablement à 99,9%, j'imaginais même pas qu'elle me garde, parce que il y avait des types qui arrivaient, qui étaient des vieux de 30 ans, moi j'étais un gamin, qui avaient déjà fait du théâtre, qui sortaient du conservatoire, qui avaient fait, à l'époque il y avait un maître de théâtre qui s'appelait Vitesse, qui avait plein d'élèves de Vitesse qui venaient, qui moi je trouvais super impressionnant. En fait, Ariane, je pense qu'elle aimait pas trop les mecs qui arrivaient déjà avec une patte une griffe déjà marquée. Moi j'étais assez vierge, hein, j'étais débutant. Elle aimait bien former les jeunes en fait. Oui, alors elle prenait pas que des jeunes, elle engageait des jeunes. Moi, pas des jeunes dans le métier. Moi j'étais un des plus jeunes. Non, il y en a ou alors d'autres comédiens qui arrivaient d'univers assez différents. Il y en a qui arrivaient du cirque, d'autres qui arrivaient du clown. Oui, il y avait un panel. Voilà, et c'est d'ailleurs la troupe qu'elle a constituée après cette audition, après cette longue période d'audition. C'était des gens d'origine très très diverses. Et très hétérogène, très hétéroclite, et ça s'est encore plus manifesté dans les années qui ont suivi. C'est comme ça que c'est devenu mon métier, en fait. Parce que moi, d'un seul coup, j'ai arrêté mes études de médecine en me disant, si ça me plaît pas ce boulot, ou si c'est trop dur, je peux toujours revenir aux études. Vous reviendrez à la médecine un jour? Je pourrais encore revenir aujourd'hui. C'est surréaliste, parce que le peu que j'ai appris, j'ai oublié, c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Oui, il y a des bases. Ce serait un danger public. Ah bon? Bah oui, mais je peux. Par rapport aux statuts des études de médecine font que moi j'avais arrêté mes études, j'étais à Cochin. C'est Thomas Lilti qui lui aussi alors lui il est vraiment médecin, qui m'a dit un jour, parce que j'ai vu un rapport très émotionnel quand j'avais regardé, très émotif. Ouais. J'avais pleuré comme une madeleine en regardant sa magnifique série Hippocrate. Je crois que c'est à Thomas. Mais tu sais, t'as peut-être pas bouclé la boucle de tes études de médecine. Qu'est-ce que tu peux en faire? Et donc ça peut être un matériau romanesque. Bien. Mais j'ai quand même appelé le secrétariat de Cochin. Non, ils m'ont oublié, c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Mais pas du tout. Et oui, monsieur Carrois, ne quittez pas en 5 minutes. Alors ça, c'est la magie de l'informatique. Oui, effectivement, vous avez validé l'endocrino, la cardio, le truc. Et je lui dis, mais j'aurai le droit de... Oui, vous pouvez vous réinscrire. Tous les certificats, ça s'appelle des certificats, oui, les matières bien sûr. Que tu as validé, c'est validé ad vitam. D'accord. Alors que déjà, ça a beaucoup changé. Ce que tu apprenais dans les années 70-80 n'est plus du tout valide. Oui. Enfin, ça a beaucoup changé. Et puis moi, le peu que j'ai appris, parce que j'étais quand même un peu glandu, j'ai tout oublié. Donc je serais un danger sur pattes si je refaisais ça. Mais j'aurais le droit. Mais voilà, on ne sait jamais, on peut vous rappeler. Non, la dernière chose qu'on m'a souvent demandé, si je regrettais ces années entre guillemets perdues, pour moi, ça n'a pas du tout été du temps perdu. Je pense que c'est très... c'est marquant. C'est un peu les fondations de ce que je suis devenu, et entre autres du comédien que je suis devenu. Et justement, ensuite, vous enchaînez dans Un homme nommé Jésus, en 1984, de Alain Decaux, qui est décédé en 2016, mise en scène par Robert Hossein. Il propose le rôle de Jésus, le rôle principal. Et oui. Et ce qui a été une chance énorme, parce que déjà, c'était une validation de mon désir d'être comédien, une légitimation, si ce mot existe, mais en tout cas on le comprend, et puis d'être adoubé par quelqu'un comme Robert, qui restait un peu mon papa de théâtre. Ariane Mouchkine, je dis toujours, c'est un peu ma maman de théâtre, c'est elle qui m'a fait oser devenir comédien, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses, et Robert, c'est lui qui m'a donné mon premier rôle très important, avec évidemment l'exposition médiatique qui allait avec, parce que dès qu'il faisait une promo, il m'emmenait, et il m'a régulièrement, jusqu'à la fin de sa vie, proposé, dès qu'il pouvait, des rôles, et que j'ai relativement la plupart du temps décliné, sauf en 2010, je crois, il monte l'affaire Seznec. Oui, là, on va... Et là, j'avais vu qu'il commençait à être un petit peu fatigué. Je me suis dit, il faut que tu retournes faire un truc avec Robert, qui tu lui dois beaucoup. J'ai vu l'affaire Seznec, c'était très intéressant, au Théâtre de Paris, donc j'y suis retourné en 2010. Mais avant, il m'avait proposé de monter des tas de pièces. Et je suis ravi d'être retourné travailler avec Robert. Avec Robert, ouais. C'était un super mec, Robert. C'était un mec superbe, en tout cas. En 87, donc mise en scène par Maurice Béjart aussi, au Théâtre du Rond-Point, 5 Nos modernes. 5 Nos modernes de Mishima. Alors ça, travailler avec Béjart, c'est incroyable. Déjà, je savais pas qu'il faisait des mises en scène de théâtre. En fait, il adorait le théâtre et il faisait une mise en scène par an de théâtre.
Et ce qui était fascinant pour moi, déjà, c'est évidemment le corps prend le dessus, quoi. Donc oui. Forcément, il est très exigeant au niveau, mais même quand on parlait, quand on se tenait comme c'est passé derrière, c'était un homme d'une exigence incroyable. Il connaissait tout du Japon, élément constitutif de la littérature de Mishima et du théâtre de Mishima. Et puis on jouait des rôles comme, alors c'est du no moderne, mais il avait repris des éléments traditionnels du no traditionnel. Ouais. Donc par exemple, il y avait les rôles de femmes étaient joués par nous. Il y avait une seule femme, ouais, qui était Natacha Paris, l'épouse de Peter Brook. Et tous les autres rôles, on était 9 comédiens plus Natacha. On jouait les rôles de femmes, donc avec des robes et tout, mais sans perruque, sans prendre des voix de fossé. C'était un travail hyper gonflé, pointu. Ouais. Et ça a très bien marché, puisqu'on a joué au Théâtre du Rond-Point, qui à l'époque était encore tenu par Renaud Barrault. Et on a cartonné, du coup on a repris à la saison suivante. Et c'était une expérience encore très différente de ce que j'avais fait entre le Théâtre du Soleil, Un homme nommé Jésus et ça. Et puis j'ai fait des belles rencontres. Il y avait Sam Carman qui était dans la distribution de la pièce. Aussi. Après a parlé de moi pour le film La Rumba. Enfin, c'est comme dans ce métier, tout fait. Voilà, tu fais un truc et ça en entraîne un autre. Exactement. En 2002, par exemple, La Candiera avec mise en scène par Jean-Claude Brialy. La Locandiera, oui. Ouais. Alors ça, parce que Jean-Claude, c'est pareil, qui est mort malheureusement au Festival d'Anjou. Quelle belle. C'était lui directeur du festival à l'époque. Et on a fait d'autres festivals. On a joué à Ramatuelle. Un homme de théâtre. Il avait connu tout le monde. Un homme de théâtre. Un homme de bienveillant, vivant. Oui, oui. J'ai un très bon souvenir de Jean-Claude Brialy. En 2010, au Théâtre de Paris, donc justement, mise en scène par Robert Hossein, oui. L'affaire Cesnec. Ça, c'était un sacré coup quand même d'avoir projeté ça, parce que ça a marqué des générations, l'affaire Cesnec. Alors là, c'était que le procès. Je joue Cesnec. Et vous jouez Cesnec. Voilà, parce que Cesnec, il y a Yves Boissier qui a fait un très beau film avec Christophe Malavoie, il y a eu d'autres. Cesnec, ça inspire, c'est une grosse erreur. Il y a Dreyfus et Cesnec, c'est les deux erreurs judiciaires. Tout à fait. Et Cesnec, alors Dreyfus, c'est politique. Hein, tout à fait. Des rôles antisémites de cette époque. L'affaire Cesnec, c'est plus l'erreur judiciaire. Ouais. Et on a tendance à faire de Cesnec un héros. Moi, je l'ai joué un petit peu voyou, parce que le mec était un petit peu on l'a pas retrouvé, mais ils étaient en train de faire du trafic de bagnoles américaines dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres. C'était pas un mec, on n'est pas trop sûr. Ouais. Donc je jouais pas coupable, mais un peu voyou. Un peu voyou. Et je pense que ça donnait un peu de piquant au personnage. Et la mise en scène donc de Robert, c'était le tribunal, c'était le procès de Cesnec. Alors en tout cas, vous interprétez des personnages qui ont marqué l'histoire, comme Jésus ou Cesnec ou bien d'autres, mais pourquoi accepter ces rôles aussi marquants et aussi difficiles? C'est passionnant. Moi, c'est ce que je recherche, et même malheureusement, il y a tellement de comédiens, donc il y a tellement de comédiens qui chaque fois correspondent de près au rôle, au personnage que recherche le metteur en scène. Il est rare qu'on te propose des rôles, sauf si tu deviens un argument permettre de monter le film, où là on va te dire bon, on va le prendre, mais moi je suis pas assez lourd dans l'organigramme de ce métier. On me propose un rôle qui sort un peu de ce que j'ai joué, je suis super content. Mais même une époque différente, même. Oui, toutes les époques sont intéressantes. Toute façon. Disons que si tu joues, moi j'ai fait un film sur la guerre d'Algérie réalisé par Gérard Mordillat. De la guerre d'Algérie, je connaissais les quelques bribes que tout le monde connaît à peu près. Et d'un seul coup, quand tu dois jouer un jeune lieutenant qui sort de Saint-Cyr, qui est dans le Djebel, qu'est-ce qu'il faisait ces types-là? Comment ils vivaient? À quel danger étaient-ils confrontés? À quelles horreurs étaient-ils confrontés? Parce que si tu veux jouer quelqu'un, il faut se mettre dans la peau du personnage. Oui, dans la peau, mais dans son époque. Et comprendre un peu le contexte. Côté cinéma et télévision, vous êtes un polyglotte. Vous parlez 5 langues. C'est rare. Vous avez tourné en Allemagne, en Italie et surtout en Angleterre. La mentalité a-t-elle évolué justement entre la case cinéma et la case télévision? Je pense que c'est plutôt la télévision qui a évolué. C'est-à-dire que maintenant, il y a quand Arte est arrivé ou que Canal+ est arrivé, faire un film télévision pour Canal+, comme j'en ai fait quelques-uns, ou pour Arte, c'était mieux que de faire un film pour M6 ou pour TF1. Donc de ce point de vue-là, il y a ça. Et puis aussi le fait que des comédiens dits de cinéma qui avaient été popularisés par le cinéma,
qui était un peu en perte de vitesse, osait venir, ça c'était il y a 15-20 ans, Il y a 15-20 ans. venir à la télévision, prendre le rôle et en fait souvent prendre le chèque, parce qu'on leur proposait moins de choses au cinéma. Mais il y a toujours, à mon avis, encore alors moindre, hein, elle est moindre cette cloison, mais il y a toujours une cloison entre les acteurs dits de cinéma, et dits de télévision et dits de théâtre. Ce que je trouve complètement ridicule. Et moi, ce qui m'avait, alors que j'avais plutôt commencé au théâtre, comme on en parlait, Tout à fait. et au cinéma, j'ai vite tourné en Angleterre, et là, je me suis aperçu que c'était plutôt un tremplin à la télévision. Parce que ça te confère une énorme popularité, que le cinéma te confère moins vite, à moins que tu fasses Le Grand Bleu, Highlander à l'époque, ou les ch'tis, enfin voilà, et que c'était au contraire bien de faire de la télévision, ce qui était le cas à l'époque en Angleterre, évidemment aux États-Unis. Aux États-Unis. La plupart des acteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais même les Bruce Willis, les Johnny Ils Depp, ont tous démarré par Leonardo DiCaprio, ont tous commencé à la télé, tous. Il n'y en a pas un qui a commencé direct par le cinéma. Et je me suis dit, on a toujours un petit temps de retard sur les anglo-saxons. Ouais. Je vais le faire. En plus, on me proposait des trucs intéressants. On m'a proposé une série, j'avais à peine 30 ans, qui s'appelait Copland, un truc d'espionnage qu'on a tourné en Argentine, en Martinique, à Berlin. Enfin, c'était des projets intéressants, avec un rôle très intéressant. Et je me suis dit, je vais y aller. Et en fait, ça m'a effectivement apporté une grande popularité, que je ne renie pas et grâce à laquelle je travaille encore, d'ailleurs. Ouais. Très rarement ou très lentement. C'est intemporel, on va dire. Mais en revanche, ça m'a fermé les portes du cinéma. Ça a été radical. À côté comme ça, dans un certain cinéma, hein, attention, c'est un peu le cinéma, le cinéma qui est entretenu par le CNC, par l'avance sur recette, où là, on a toujours les mêmes acteurs, les mêmes trucs, qui font pas forcément des succès, qui font d'ailleurs pas non plus forcément des succès, ces acteurs, quand ils viennent à la télévision. Et c'est pas non plus parce que tu prends un acteur populaire à la télévision que ça va faire le succès de ton film. Ce qui fait le succès de ton film, c'est que c'est un bon film. La preuve en est du film d'Artus dont on parlait tout à l'heure, qui cartonne. Moi, je suis allé voir là ce magnifique film en fanfare avec Benjamin Laverne, on le connaît, mais c'est pas non plus une énorme star encore. Ils veulent devenir parce que c'est un magnifique comédien. C'est le film qui fait le succès. C'est le film qui fait. Et puis ça. Et heureusement. Et heureusement à la fois, en fait. Par contre, quand on va, vous avez tourné aussi en Allemagne. Oui. Alors ça, c'est plus récent. C'est plus récent. Mais alors, c'est 5 langues. Comment ça s'est passé en fait? Ça s'est appris avec le temps ou c'était dès le début de votre enfance? Non. Moi, je suis une famille de Gaulois, franco-français. Non, ça parlait français à la maison. Au lycée, j'ai anglais en première langue et allemand en seconde langue, ce qui m'a pas du tout servi pendant 25-30 ans, mais qui m'a servi quand je me suis mis à travailler en Allemagne, où là, je me suis replongé dans l'allemand que j'avais complètement oublié, parce que j'ai beaucoup voyagé toute ma vie, mais quand je rencontrais un Allemand au Guatemala ou en Papousie, on parlait anglais, puisque c'est la langue du voyage. Donc je pratiquais même pas. Le seul moment de ma vie où j'avais un peu parlé allemand, c'est le film que je vous évoquais tout à l'heure, de cette série Copland, qu'on a tourné à Berlin, où là, je parlais un peu allemand avec l'équipe, voilà. Et en fait, non, donc 2 langues que j'ai acquises au lycée, et puis le reste, c'est venu beaucoup par le voyage. D'abord l'espagnol, parce que j'ai fait un très long voyage sac au dos en Amérique centrale, où je suis arrivé en disant Buenos dias et por favor et tequila. Et puis au bout de 2 mois de voyage, je parlais à peu près l'espagnol. Je suis pas mauvais en langue, j'ai l'oreille, et surtout j'y vais. Je fais comme si je savais parler, donc on te demande d'où tu viens, quel âge t'as, tu dis si, mais tu passes un peu pour un couillon, mais c'est pas grave, tu y vas, tu vas dans le oui. Et l'italien est venu par un film pour lequel j'ai été choisi par Dino Risi, grand maître de la comédie italienne, qui était un film qui se tournait en anglais, mais il fallait un acteur français. Et il est venu faire son casting. Il m'a choisi, alors coup de miracle, encore coup de chance, quoi. Et donc 2 mois de tournage en Inde et au Brésil, avec que des Italiens. Et donc là, pareil, je suis arrivé avec mon petit assimile, mes trucs, buongiorno, buonasera, mi fa piacere. Au début, je baragouinais, puis je m'y suis mis. À la fin du tournage, je commençais un petit peu à avoir des éléments de langage. Et comme ce film a été un énorme succès, ça s'appelait Missione d'amore, ça devait être au début des années 90. J'ai été ressollicité par des tournages italiens. Et donc, je me suis mis vraiment à travailler l'italien, même à Paris. Et je parle l'italien vraiment correctement. J'ai fait des rôles en Italie qui n'étaient même pas des rôles de français, qui étaient des rôles d'italien. Ah oui, d'accord. Mais de toute façon, quand on arrive au pays, des fois, il faut se lancer et puis on se retrouve qu'on est obligé de parler la langue, en fait. De toute façon, même si je vais passer 3 jours, disons la Hongrie, qui est une langue, le hongrois, c'est une langue très difficile, très mystérieuse. Si je vais faire un tournage, un film en Hongrie, ou si je vais passer 3 jours, dans l'avion ou dans le train, j'apprends
une vingtaine de mots. Je ne supporte pas le touriste américain à Paris qui te parle direct, qui va même pas te dire bonjour s'il vous plaît, qui va dire could you tell me where is la Concorde. Je dis non, je parle pas langue. C'est le minimum si tu veux, tu vois. C'est comme t'essuyer les pieds quand tu arrives chez quelqu'un et qu'il pleut dehors. Donc le hongrois, j'ai appris Egészségedre, Jónapot, Jó estet, alors que c'est une langue qui c'est du chinois quoi. Et c'est la base du truc. Parce que c'est le moyen de communiquer avec les autres, et quand tu voyages, c'est l'intérêt, c'est de communiquer avec les autres. Et puis on partage un moment magnifique en tout cas, et on fait des belles rencontres. Alors vous avez justement le petit rôle qui s'est prolongé. L'écume des jours, le premier film où vous avez joué justement, c'était une pièce de théâtre, l'écume des jours, avec Éric Rohmer. Ce rôle devant la caméra, ça vous a marqué justement ce premier rôle? Alors l'écume des jours, non, c'était quand j'étais encore vraiment apprenti comédien, que j'étais encore étudiant en médecine. Je prenais des cours dans un petit théâtre dans le Marais, qui à l'époque le Marais était comme le 20e aujourd'hui, c'était pas le Marais avec des boutiques de fringues. Ça a drôlement changé. 1000 touristes au mètre carré, c'était un vrai quartier populaire. Rue du Temple. Et voilà, et donc ce théâtre, ce prof qui s'appelait Alain Hillel nous donnait des cours, et il était intelligent, il faisait répéter en cours des pièces qui montaient, donc c'était du gagnant-gagnant, et donc c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience sur une scène devant un public qui, je vous dis, 60 personnes, et pour monter l'écume des jours. Et c'est effectivement à ce moment-là que, grâce à Rosette, qui était une comédienne que Éric Rohmer aimait beaucoup, et qui participait à ses films, et on se connaissait nous de mon passage à Montpellier. Elle parle de moi à Éric Rohmer pour un tout petit rôle dans un des films d'Éric Rohmer, La femme de l'aviateur. La femme de l'aviateur. Et c'est mon premier clap. En 81. Eh ben oui, ça ne nous rajeunit pas. C'était hier. Voilà. Vous jouez aussi en 86 Deux enfoirés à Saint-Tropez. Donc là, avec Caroline Tresca, magnifique. Ça a été un succès en fait. C'est le film que j'ai fait contre l'avis de mon agent, qui m'a dit « Ah, mais Max Pécasse, c'est un peu sulfureux, c'est des comédies. » Et à l'époque, j'étais déjà parti dans un cinéma un peu d'auteur, parce que Liberty Bell, c'était un film du magnifique Pascal Canet, c'était les cahiers du cinéma. Et moi, j'avais envie de jouer la comédie, c'est ce que j'aime en fait. J'aime bien faire rire les gens. Et un jour, mon agent me dit, je te préviens, il y a Max Pécasse qui te propose un rôle principal dans son film, mais je lui ai dit que t'étais pas le film. Je veux lire. Alors je lis, bon, effectivement, il y avait des trucs un petit peu... C'était les années 80, c'était les grosses... Je rencontre Max Pécasse, qui était beaucoup plus élégant que ce que laissait paraître certains de ses films. Je lui dis, écoutez, je suis OK, mais pour ce rôle-là, il me dit OK, on choisit les autres comédiens ensemble. Donc j'étais en tandem avec un type qui s'appelle Jean-Michel Noiret, qui est pas du tout un comédien, qui est un super comédien, qui d'ailleurs a fait une belle carrière. Et c'est là que j'ai rencontré Caroline Tresca, pour jouer ma petite amie, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et le film, après, mon agent me disait, tu ne le mets pas sur ta filmo, hein, t'as Éric Rohmer, t'as Pascal Canet, t'as Jean-Claude Brissot. Et je l'ai pas mis pendant 20 ans, ce film, sur ma filmo. Mais il passait tout le temps à la télé, tous les étés, M6, et il faisait les meilleurs scores. Donc il y a plein de gamins qui disent, ah, c'est toi, Jean-François Saint-Tropez, ouais. Et donc, à un moment, je me dis, mais t'es con, quoi. Pourquoi tu mettrais que le film qui fait bien, qui a pas fait un gros succès, donc je l'ai remis dans ma filmo. Ah oui, mais ça a été un carton. Suivi de La Rumba en 87 avec Roger Hanin. Ouais, gros film. 2006. Avec Nils Arestrup, c'est là le seul film où j'ai connu Nils Arestrup, paix à son âme, qui était un énorme film, un film d'époque. Et Nils faisait le méchant, il y avait une scène où il se faisait tuer dans un parking où il était éblouissant, voilà. En tout cas, et puis Roger Hanin. Roger, c'était un mec très sympa, c'était un type de bande, donc il était ravi de faire ce film qui se passait dans un cabaret juste avant la seconde frémissement de la Seconde Guerre mondiale, et dont lui il était un peu le parrain, et on était toute une bande de comédiens, dont Guy Marchand aussi, alors que j'ai adoré, qui malheureusement qui est parti aussi. En 2006, Je pense à vous. En 2009, La Tricheuse. En 2018, Moi et le Chez. Et tous ces films, parce que c'était impressionnant, vous avez partagé l'affiche de cinéma avec de nombreux acteurs. Quel tournage et quel acteur vous a plus marqué dans tous ces films de cinéma? Eh ben, c'est Galabru. C'est Galabru. Ouais, parce que j'ai eu la chance de tourner avec Serrault dans Toute Innocence, avec Rochefort. Ah oui, avec Rochefort, bien sûr, sur Les Bœufs Carottes, que j'ai adoré, qui est un grand acteur. Mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Galabru, qui avait une puissance
incroyable de jeu, une liberté totale, une générosité phénoménale, et malgré cette puissance physique qu'il avait, cette voix comme ça, oh Philippe, il avait l'agilité d'une guêpe, d'une mobilette. Ah ouais. Mais c'était un film qui s'appelait Les eaux dormantes. Les eaux dormantes, début des années 90 aussi, où j'avais le rôle principal, très bien entouré, avec Ludmilla Michael, Sylla Shelton, Galabru, Jacques Perrin, enfin j'ai été très gâté. Et Michel, j'avais l'impression, je fais pas de surf, mais j'avais l'impression quand je jouais avec lui que j'étais comme un surfeur sur une vague, et que t'as plus qu'à te laisser porter, et que tu me donnes un petit coup de talon, et il était à la fois surprenant, mais il cherchait pas du tout à déstabiliser l'autre. Il avait une telle confiance en lui, une telle générosité. Une complicité qui vous mettait en... Ah mais immédiate. En plus, la première scène, le premier jour, c'est une scène où parce que j'étais médecin, genre un médecin humanitaire qui rentrait et lui faisait un peu le majordome de la maison de famille dans laquelle il revenait. Et le premier jour de tournage, il courait parce qu'il y avait un drame qui se nouait, et il faisait une crise cardiaque, et donc je le ranimais, j'avais massage cardiaque et bouche à bouche. Donc vous imaginez bien que faire le bouche à bouche à Galabru, que vous connaissez depuis le matin, il faut que ça se passe bien. Et ça se passait très très bien. Et lui, évidemment, était très rieur. Donc il était comme ça, et puis l'autre, il me faisait... Et après, oh ce carreau, oh non. Et donc, enfin bon, bref, on s'est très bien entendu. Et j'ai adoré jouer avec lui. Et pour moi, ça reste un acteur... ça a d'une puissance phénoménale, quoi. Vous auriez aimé jouer avec Jean Gabin, Louis de Funès? Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Pour ces gens qui ont une puissance de jeu, parce qu'il faut s'accorder à ces monstres sacrés. Alors il y en a qui sont très généreux. Il y en a qui te testent. Serrault, quand j'ai joué avec lui, le premier en toute innocence, j'ai senti que il te testait. Mais de toute façon, tu testes toujours de manière plus ou moins consciente. Il testait, mais avec gentillesse. Il n'y avait pas le côté méchant à la fin. Non, mais tu le sens. Tu te dis, j'ai pas intérêt à faire. J'ai intérêt à lui montrer que je sais que je suis légitime, voilà. Et mais il y en a qui ont énormément de bienveillance, d'autres qui sont plus. Tu sens que ça te met un peu plus le stress, quoi. Et donc après du cinéma, vous passez surtout à la télévision. Justement, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est justement l'éloignement en fait du grand écran? Vous débutez dans une série en 82, Les Grandes Marées en 93 exactement, pardon, ouais. Avec Bernard Lecoq, Pierre Vanek. Il y a aussi Isabelle Otero et puis Jean-Marc Thibault, Patachou. Là, les séries. Alors là, 95 à 2001. Les Bœufs Carottes, on en parlait avec Jean Rochefort, justement, Astrid Veillon et Ingrid Chauvin. En 2001, Méditerranée. En 2003, Le Bleu de l'Océan. 2005, Trois femmes flics. Sans oublier aussi, alors Joséphine Ange Gardien. Camping Paradis, Commissaire Magellan. Merci Patron, avec Véronique Jeuneste. Tous ces films, les séries Est-ce que c'est un plaisir déjà? Et comment ça s'est fait cette rencontre avec toutes ces séries et avec les Français, en fait? En fait, ça a commencé avant, la télé. Oui, je vous dis, jeune comédien, j'ai eu la chance de tourner en Angleterre où je me suis dit, il faut faire de la télé. Aujourd'hui, la télé fait partie du passage obligé. Et donc j'y suis allé. Et c'est notamment, j'ai fait cette série Copland, mais ça c'est bien avant les dates que vous me donnez, que j'ai adoré faire. Encore une fois, on tournait dans des pays magnifiques, avec des temps de tournage qu'on n'a plus du tout. C'était des 90 minutes. À l'époque, on avait 26, 27, 28 jours pour faire un unitaire. J'ai fait un unitaire pour Canal+, au Mexique, on a 40 jours de tournage. Aujourd'hui, c'est 20, 18. À peine, quand tu as 20 jours, tu es très content. Aujourd'hui, c'est 18 jours, voire moins. 18 jours, c'est ça. Et donc, le fait d'aller allègrement vers la télévision, donc d'être vu à la télévision, en plus, ça a plutôt bien marché, ce que je faisais, donc d'être popularisé par la télévision, et non pas par les films que j'avais fait, parce que j'ai fait des films qui ont marché, mais j'ai pas fait le film, j'ai pas fait Le Grand Bleu, j'ai pas fait les gros films de l'époque, auxquels... Oui, mais Philippe, vous avez marqué les Français. Oui, non, mais je dis, moi, j'ai aucun regret par rapport à ça. Le seul regret que j'ai eu, et qui m'a vraiment énervé pendant plusieurs années, et j'ai changé d'agent plusieurs fois, mais putain, pourquoi avant je pouvais aller passer les essais, maintenant ils veulent même plus me voir. Et c'est que il y a cet ostracisme des gens qui décident, que ce soit les directeurs de casting, les producteurs, les réalisateurs. Mais c'est vrai qu'on fait un métier d'image. Donc moi j'ai fait ça, j'ai un peu joué avec le feu. J'avais envie de travailler, j'avais pas les moyens non plus, comme certains comédiens qui ont le choix d'attendre en se disant non, je vais attendre le projet qui fait propre ou qui est vraiment artistiquement plus intéressant.
Mais il n'a pas besoin de payer son loyer. Je ne vais pas en citer, mais il y a quelques types de ma génération qui ont fait des belles carrières de cinéma. Mais il n'était pas obligé, il pouvait ne pas travailler. Ouais. Moi, je suis une famille de 7 enfants, c'est pas Cosette, je me plains pas, mais non, mais il faut nourrir. Surtout que j'avais zappé ma voie, mes études, où mes parents m'avaient aidé. Maintenant, tu te démerdes, donc j'allais pas dire, s'il te plaît, là, pendant quelques années ou quelques mois, faut que tu. Non. Pour moi, il était important de montrer que j'avais choisi un métier dans lequel je m'épanouissais, que j'aimais et par lequel je gagnais ma vie très correctement. De toute façon, vous faites pas un métier, vous faites une passion. Oui, mais il y a un moment, un principe de réalité où tu fais des rôles, tu pourrais dire, tu sais que tu vas faire un téléfilm de plus, que ça va encore un petit peu alourdir le plateau télévision plutôt que les films. Et voilà, il faut savoir dire non si tu veux faire une carrière de cinéphile. Moi, je pouvais pas dire non. Et puis, j'avais envie de bosser. J'ai eu envie de faire le film de Max Pécasse, j'ai eu envie de faire la série Copland, puis voilà. Puis après, tu fais des séries, t'es avec Jean Rochefort. Voilà, et après, il y a eu de 2017 à 2020 un Crime parfait, en 2020 un Meurtre à Cayenne justement avec Anne Caillon. En 2022 vous enchaînez avec Cassandre aussi. Un guest, oui, j'ai fait quelques. C'est une belle série aussi, c'est sympa, très belle. Et dernièrement aussi avec Monsieur Parizeau, Camping Paradis. Oui, alors ça c'est une belle rencontre. Mais ça, c'est un petit rôle. En fait, moi, j'adore Patrick Parrou. Voilà, c'est ce que je veux dire. Patrick Parrou avec Soren Prévost et Firmin Richard. Voilà, je trouve que Patrick, c'est un super comédien qui a une vis comica. Enfin, j'adore le bonhomme. Il a une très bonne fille. C'est un mec de théâtre, Patrick. C'est un homme de théâtre, oui. Et très bon comédien. Et quand on m'a proposé le rôle, qui était un petit rôle dans le premier opus de Monsieur Parizeau, qui était une série autour de lui, c'est un peu ce qui m'a le plus plu. Et puis c'est vrai qu'il y avait d'autres comédiens très bien. Il y avait Firmin Richard, il y avait Karl Richer, il y avait Olivier Citruc. Donc voilà, j'y suis allé avec grand plaisir. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ça a très bien marché. Et là, ils sont en train de tourner le deuxième de Monsieur Parizeau. Voilà, mais donc je suis ravi par vous qu'il mérite bien. Patrick, si tu nous regardes, en tout cas, tu nous fais rire et les Français sont heureux de voir aussi dans le camping. 2024, à qui profite le doute alors? Mais ça, c'est pas encore sorti. C'est encore dans les tuyaux. Justement, c'est l'actu. Ça sort bientôt, on va dire. On ne sait pas parce que les chaînes, comme il y a toujours cette concurrence de programmation, ils disent pas trop longtemps à l'avance quand ils vont programmer un truc. Donc, en général, on le sait juste, je sais pas, 2-3 semaines avant, le temps que les journaux télé voient le film et en parlent. Donc oui, normalement ça devrait passer. On l'a tourné il y a un peu moins d'un an. On l'a tourné en février dernier à Marseille. Donc ça devrait pas trop tarder. Donc il y a qui profite le doute, justement, dans le doute de quand est-ce que ça va sortir. Donc ça peut être pour le mois de janvier, février. Je sais pas du tout. Oui, ça peut. Ça peut. C'est prêt, c'est archi prêt. Mais suivez vos programmes parce que je pense que ce film mérite de... Ouais, c'est bien. Il y a un vrai climat. J'ai retrouvé Isabelle Otero que tu évoquais tout à l'heure. Et Alice Cornillac. Alice Cornillac, la fille de Clovis, qui est super. Il y a Laurent Bateau. Enfin, Nadia Fossier. Oui, non, je pense que c'est un bon film. Ça va être un très très bon film. Alors, quel conseil donneriez-vous justement aux jeunes d'aujourd'hui en tant que comédien ou acteur, Philippe? En fait, quand tu gratouilles un peu le parcours de la voie royale, c'est les grandes écoles, le Conservatoire national, l'ENSAT. Moi, je dis, écoute, même si tu penses que c'est pas forcément, fais-le. Si tu peux être pris là, ça donnera une visibilité et quand même une assise du métier importante. Et puis, l'autre conseil que je donne, une fois que tu penses que tu connais ton boulot, enfin en fait le métier on le connaît, on travaille jusqu'au bout et on progresse tout le temps, mais une fois que tu te sens légitime pour dire je suis comédien, je vais aller passer des auditions, des castings, c'est de faire le maximum de choses de toi-même. Développer des projets avec tes copains, monter une pièce, écrire, enfin ce que tu sens que tu peux faire, il faut le faire, ne pas attendre. Le pire dans ce métier, c'est la journée où t'as pas de boulot, les périodes de trous que tout le monde a, même les acteurs les plus connus, ils ont tous eu des périodes de doute, des périodes où on veut plus de creux, Et si t'as pas des trucs à côté, alors ça peut être ta vie de famille, ça peut être des enfants, ça peut être j'ai développé la peinture, j'ai développé l'écriture, justement aussi pour combler ces périodes de petits déserts, même si j'ai eu de la chance, je touche du bois, mais les déserts, c'était des petits déserts. Mais aussi, même quand tu travailles de temps en temps,
Artistiquement, t'es un peu frustré. Tu te dis, bon, ok, c'est bien, je travaille, je vais pas me plaindre, mais c'est pas ce que j'espérais. Ou alors un insuccès. Tu fais un film, tu te dis, putain, ça va carrément. Puis le film, il fait flop. Le mercredi soir, le producteur te dit, bah non, tu sais très vite un film qui va marcher ou pas. Donc si toi, t'as ton petit jardin secret d'écriture, ou de peinture, voilà. Et Toujours puis, être en activité, montrer comme qu'on a des projets, on a. moi, c'est même pas montrer, c'est toi faire fonctionner les énergies. Ça, c'est important. Moi, un matin où je me réveille, où j'ai rien à faire, c'est dur. Alors j'ai le sport, et ça, il faut d'abord, c'est notre outil de travail, hein, le corps. Donc, même si j'ai plus les mêmes aptitudes que quand j'avais 20, 25, 30 ans, il faut qu'il marche, le corps. Confirme, puis... Non, ça va, la bête marche encore, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de jouer le mec crevé ou malade si t'es en pleine forme, que de jouer le mec super en forme si t'es toi-même malade. Et voilà. Donc, garder les énergies, et puis, moi, le sport, ça me permet aussi d'être plus zen, de chasser un peu le stress, et puis développer des activités artistiques, ou pas d'ailleurs, ça peut être le bricolage, ça peut être ça peut être le tricot, mais ne pas perdre de vue que si tu n'es que dans l'attente, c'est toxique. Non, il faut surtout pas. Tu l'es toujours, hein. Oui. Moi, je suis ravi quand le téléphone sonne, que je vois que c'est un producteur que je connais. Je sais que derrière, il y a la promesse d'un rôle, et c'est un des moments les plus jouissifs du métier. Après, tu lis, tu dis, bon, ok, c'est pas... Bon, c'était pour savoir si... Mais bon, t'es libre ou t'es pas libre. Tu vois, mais c'est toujours jouissif, parce que tu sens que t'es encore désiré, quoi. Ouais, ça, et malgré tout, on est quand même tous... Mais on en est tous là dans ce métier. Mais il faut aussi amener l'outil de ton propre désir. C'est plus dur maintenant qu'avant? Le métier? Oui. C'est ce que les gens disent, moi je suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce métier, c'est un peu comme devenir footballeur. Tous les gamins aujourd'hui, ils veulent être acteurs ou footballeurs, quoi. Donc ça attire peut-être plus de mouches qu'avant, mais ça a toujours été difficile. Moi, quand j'ai débuté, il y avait plein de gens qui ont vraiment travaillé, qui étaient bons et qui se sont pris des portes dans la gueule, qui ont dû changer de métier. C'est surtout que... Ils sont devenus alcoolos ou toxicos parce que ça marchait pas. Non, c'est des métiers qui ont toujours été... Et comme tu disais, Philippe, tout à l'heure, il y a une chose, c'est qu'il faut manger aussi. Quand on a une vie de famille, un crédit ou quoi que ce soit, il faut y aller. Parce que ou même pas de vie de famille. Quand tu as 30 piges et que tu as un loyer... Tu peux pas te permettre de pas travailler, ou alors tu décides de faire autre chose à côté, mais si tu fais autre chose à côté, t'as plus le temps d'être libre pour aller passer les auditions. Enfin, voilà, c'est pas facile. Voilà. Alors, toutes ces séries sont des comédies aussi. On en fait, ils ont fait vraiment l'actualité. Elles font passer des messages souvent, ces séries. Le principe principal de la série et du téléfilm, c'est quand même le divertissement. C'est le divertissement. Plus que le message. Ouais. Mais dès que tu racontes une histoire, il y a une sorte de morale, de fable qui s'en détache. Oui, comme dans Joséphine Ange Gardien. Oui, voilà. Donc, mais de l'autre côté, il y a aussi des messages. Oui, donc dès que tu racontes une histoire, il y a un petit truc qui s'en détache. Mais c'est pas des films militants. Alors maintenant, si, notamment sur France Télé, sur la 2, ils aiment bien faire des films. Récemment, il y a eu le magnifique film de mon ami Éric Métayer sur la maltraitance aux enfants, qui est un film. Moi, je l'ai regardé parce qu'Éric est un bon copain. On faisait de la ligue d'impro quand on était gamins ensemble. Et ce film est un coup de poing dans la gueule. L'écriture du scénario, alors c'est tiré d'une histoire vraie. Et donc, si, la télé peut aussi faire des films avec un message, ou en tout cas pour dénoncer des ornières du fonctionnement de notre société. Mais malgré tout, le principe numéro 1 de la télé, c'est le divertissement. Et du cinéma aussi, d'ailleurs. Mais ce qui est bien, c'est quand tu divertis et que derrière, tu fais passer un écho qui... Ah oui, mais putain, oui, mais ça se passe comme ça, c'est vrai. Voilà. En tout cas, vous avez une diversité parce que vous êtes aussi réalisateur, vous avez fait des courts-métrages, vous écrivez en ce moment aussi pour un prochain livre. Vous avez aussi des projets de films et vous avez surtout une pièce de théâtre que vous avez écrit, mis en scène aussi, qui s'appelle Paillettes. C'est ça. Alors ça, c'est Paillettes, dites-moi tout. Alors là, ça va être un bijou. C'est donc ça sort j'espère en 2025. On commence la tournée en septembre prochain 2025. En fait, on a fait je me suis entendu avec les producteurs, mes producteurs, les Lucioles, sur la distribution. On a fait l'affiche du spectacle. On n'a pas encore commencé à répéter. On a fait des lectures, on a travaillé, mais le spectacle n'existe pas encore vraiment. Mais il sort là.
On va commencer la tournée en septembre prochain, en septembre 25. Donc là, ils sont en train de proposer sur ces éléments-là la distribution, la pièce et l'affiche. Et moi, j'ai fait une note d'intention, paillettes. Et j'espère que beaucoup de villes ou de théâtres en province vont avoir envie d'acheter la pièce. Bah, je vous le souhaite parce que je pense que ça va être... Alors, l'histoire, en fait, c'est assez surprenant, on peut dire. En fait, c'est une soirée de Noël qui part en sucette, donc ça on l'a déjà vu, hein, avec des personnages contemporains assez différents, même opposés, et il y a pas mal de thématiques abordées de manière, alors dans l'humour, parce que moi mon idée principale c'est toujours de divertir et de faire rire, et plus tu fais rire les gens, plus tu peux envoyer un scud derrière sur un thème, par exemple là dans cette pièce j'aborde par exemple le drame des couples stériles, comment ils le vivent de l'intérieur et de l'extérieur. J'aborde un truc qui se développe de plus en plus, qui est la prostitution chez les étudiantes et les étudiants pour vivre, parce que faire du babysitting à 10 balles de l'heure, de temps en temps, ça te laisse pas le temps pour étudier. Enfin, j'aborde plusieurs thèmes comme ça. J'aborde aussi l'écologie, parce que chaque fois que j'écris, j'y viens un peu. La paternité, évidemment, qui est un de mes thèmes récurrents dans tout ce que je fais. Donc, il y a plusieurs thèmes comme ça. Il n'y a pas un thème principal, boum, la peine de mort, le truc. Mais c'est abordé, et puis surtout, il y a des oppositions, des antagonismes politiques. Aussi. Il y a un personnage qui est très LFI, il y en a un autre qui est limite Zemmour. Enfin, donc tout ça, ça donne des tensions, ce qui provoque le rire, parce que s'il n'y a pas de rebondissement, il y a des rebondissements, mais il y a aussi des antagonismes qui provoquent toujours de l'énergie et du rire, parce que donc, si tout le monde est heureux, on se fait chier en général. Paillettes, ça va être une grande étoile. Septembre 2025. On commence en septembre 2025. Je le souhaite, Philippe, en tout cas. Vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit votre premier roman, La malédiction de l'escargot. Cette histoire d'un comédien populaire qui se sépare de sa compagne, les blessures d'enfance ressurgissent. Un père en EHPAD, pas de relation avec sa mère, mais est-ce que c'est un avatar de vous ? Alors le personnage, oui. En fait, pour un premier roman, moi j'écris depuis longtemps pour le théâtre ou des scénarios, et j'avais une sorte de piédestalisation du roman, parce que j'adore beaucoup. Et donc je me dis non, ça c'est pas pour moi, voilà. Et en fait, cette éditrice Anne Carrière, la rencontre, elle m'a un peu dit mais si, elle avait vu ce que je faisais pour le théâtre, et c'est elle qui m'a vraiment insufflé l'idée d'y aller. Donc je me suis dit déjà on va y aller de manière très humble, on n'essaie pas de faire du style, on écrit simple, on parle de ce qu'on connaît. Enfin je veux pas faire Alain Delon. Donc je parle, je choisis que mon héros, qui est un anti-héros en fait, hein, oui. Et comédien, à peu près ma génération, à peu près mon cursus, pour pouvoir parler des coulisses du métier, parce que je m'aperçois que c'est intéressant. Les gens s'imaginent tous que comédien, c'est tous le festival de Cannes tous les jours. Ah non. Pas du tout, il y a des moments difficiles, des moments de doute. Donc j'ai voulu raconter tout ça à travers ce roman. Et le fil conducteur du début du roman, c'est cette paternité. Alors ce type ne veut pas d'enfant pour des raisons de protection de la planète, pour pas rajouter des difficultés. Du monde à déjà trop de monde. Et en fait, on comprend après que c'est aussi une vieille blessure d'enfance que tu évoquais tout à l'heure. Tout à fait. Son père. Et un jour, lui tombe dessus une gamine de 18 ans qui prétend être sa fille. Ça, on l'a vu dans 50 000 telenovelas. Donc ça, c'est pas nouveau. Elle est bien sa fille, mais le point d'interrogation du début du roman, c'est que lui n'a jamais vu la mère de cette gamine, que la mère ne veut pas dire comment elle a réussi à lui faire un enfant dans le dos. Et donc, il y a une sorte d'intrigue au début, d'énigme. Comment on peut faire un enfant à un homme à qui on n'a même jamais serré la main. Et après, voilà, ça se décline sur un plan. En tout cas, Philippe Carrois, La malédiction de l'escargot, c'est un très beau roman. Merci. En fait, beaucoup de gens peuvent se retrouver dedans parce qu'on est tous acteurs, mais pas de cinéma ni de théâtre, mais on est acteurs de notre vie, on va dire. Donc on peut se retrouver dedans. Tous. Oui. Il y a de la faiblesse aussi à la fois. Oui, lui c'est un anti-héros, hein, voilà, c'est pas. C'est ça. Le mec, il s'est fait larguer comme une vieille merde par une fille qu'il aime beaucoup, parce qu'elle veut un enfant, parce qu'il y a l'horloge biologique qui gratouille, et que lui, il en veut pas parce que, en fait, ça le fait chier. Pour vous, il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. À part les femmes. Si, il y en a un. Pour nous, pour les hommes. Pour nous, les hommes. Voilà, pour moi, oui. Moi, j'ai 2 enfants qui ont 24 ans d'écart. Donc, il n'y a pas d'âge, non. Il y a pas d'âge. Après, là, un enfant, c'est un cadeau du ciel. Et s'il décide de venir, c'est qu'il voulait venir. Et c'est une aventure magnifique. C'est l'aventure extrême de la vie, pour moi, être père. Mais
Mais lui, il n'en veut pas. Mais en revanche, ça va le faire un petit peu, le fait d'être père directement d'une gamine de 18 ans, il va s'apercevoir quand même du côté du cadeau du ciel que c'est d'être père, même s'il a zappé les 18 premières années. Ça pourrait devenir un film? Oui, j'ai écrit le scénario, que j'ai fait circuler. Ça mord un peu. C'est pas encore sûr, ça. C'est dans les tuyaux. Bon. C'est un de mes projets. Moi, je suis un pêcheur. Oui. J'envoie des gaules comme ça, et au lieu d'attendre, putain, il va venir et ça va venir mordre. Et quand le bouchon se met à bouger, je reprends et je dis alors vous en êtes où? Sinon, tu deviens fou à trop attendre. Si j'attendais que mon scénario, qui s'appelle plus La Malédiction de l'escargot, mes mains basses, soit produit, je serais comme un fou, quoi. Alors, il me rappelle pas, j'y rappellerai, j'ai fraîchier. Voilà, donc j'ai fait le boulot, j'envoie, j'ai fait circuler. Si ça mord, alléluia. Si ça mord pas, entre-temps, j'ai envoyé d'autres gaules et il y en a toujours une qui sonne. Mais ça serait tellement beau de le voir en film, ce livre. Il s'y prête, et puis c'est un film pas trop cher. En tout cas, vous avez une transmission, vous avez un déclic suite à plein de choses, c'est que vous peignez, vous avez un talent de peinture. Voilà, en tant que peintre. Alors, comment vous vous inspirez, comment vous avez découvert ce talent d'artiste? Alors, j'ai toujours aimé la peinture. Je suis toujours allé voir des expos. J'ai vite eu un goût assez précis en peinture, en architecture, mais je me disais jamais tu ne sauras, parce que je ne sais pas dessiner. Je dessine comme un pied, et encore comme un pied maladroit. Et quand je vivais avec la mère de ma fille aînée, qui elle est une très bonne peintre, donc on vivait ensemble, et donc une des pièces de notre maison, c'était un atelier où je passais évidemment beaucoup de temps avec elle, et je la regardais travailler, et de temps en temps je lui disais ton verre là, je sais pas, j'adore ce qu'elle fait en peinture, et chaque fois que je lui disais un truc, elle me disait mais oui, mais t'as raison, mais pourquoi tu peins pas? Je dis mais non, je sais pas peindre, je sais, non mais encore une fois, et pour moi il fallait passer par le dessin pour peindre. Et un jour elle me dit mais écoute, lance-toi. Mais vas-y, elle me met devant, il y avait 2 chevalets dans l'atelier, elle me fout une toile, et là je tremblais comme un puceau qui monte pour la première fois les marches chez sa fiancée, et en plus elle me met, elle peignait à l'huile et au couteau, donc les outils c'était pas l'acrylique, c'était l'huile, et je commence à faire des trucs. Et j'ai une sorte puisque je prenais une métaphore un peu sexuelle, de dépucelage artistique, et j'ai découvert que je pouvais peindre même si je savais pas dessiner, parce que j'ai un sens des couleurs, et que ça raconte quelque chose. Et c'est devenu une activité, vraiment, j'ai peint, je sais pas, 200, 300 toiles. C'est une évasion. C'est un voyage très intérieur, la peinture. Quand tu commences une toile, enfin moi en tout cas, je rentre pendant quelques heures, je mets de la musique à fond, ça me nourrit, mais tu laisses beaucoup d'énergie, c'est parce que c'est interactif. Et surtout, c'est intense. Je sais pas trop ce que je vais faire. Souvent j'ai une idée de départ et ça devient autre chose, puisque. Et souvent c'est ça. Oui, c'est comme ça que ça se passe pour moi, parce qu'encore une fois, je me dis pas, je vais faire un truc, une allégorie de Notre-Dame dans les flammes, parce que j'ai pas la technique pour faire ça. J'ai la technique des couleurs, j'ai la technique de préparer les toiles. Je sais que ce que tu peux faire avec de l'acrylique que j'aime pas trop et de l'huile, mais je pars souvent un peu au hasard. Et donc c'est l'accident aussi souvent qui te donne une vision de ce que ça peut devenir. Mais c'est un nettoyage intérieur phénoménal. J'adore ça. Par contre, la peinture, c'est quand? C'est tout le temps ou c'est des périodes? C'est des périodes. C'est des périodes. Ouais. Là, maintenant que j'ai refait un petit récemment qui a 2 ans, je peins pas parce que comme je peins à l'huile, c'est très toxique. C'est très toxique. Et j'ai essayé pour ça de peindre à l'acrylique, mais c'est pas mon truc. Hein. Et donc en ce moment, je peins très peu. Je vais repeindre là parce que je fais une expo au printemps, pas 25 mais 26. 2026. Oui. Donc j'ai plein de toiles que j'ai à droite à gauche et en stock, mais il va falloir que je refasse. Ça sera où l'exposition 2026? Ça va être dans une ville qui s'appelle Verneuil-sur-Avre. Oui, je connais bien. Voilà, où il y a une magnifique salle d'exposition. Et comme j'y vais souvent parce que j'ai une petite maison de campagne à côté, j'y ai fait le salon du livre d'ailleurs. Et ils m'ont proposé d'exposer, et je vais y exposer avec un de mes bons copains comédiens, peintres, sculpteurs, qui s'appelle Valota, qui a aussi une petite maison dans le coin. Donc on va faire parce que l'espace est très grand, c'est une ancienne église qui a été réaffectée. Et donc on va faire une expo. Comme tout, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, dans la vallée de l'Eure, c'est un endroit magnifique. Connais-tu le questionnaire de Proust? Je connais, oui, enfin je sais ce que c'est. Voilà. Oui, c'est comme une Madeleine de Proust. C'est comme une Madeleine, voilà. Là, j'ai mon joker. C'est votre joker, tu vois, je t'ai laissé C'est bien. J'ai laissé les Madeleines pour le joker. Ton principal trait de ton caractère?
Écoute, celui que je caresse le plus et dont je suis le plus, qui a été un gros moteur de ma vie, c'est la curiosité. La curiosité. La qualité que vous appréciez chez un homme ou chez une femme. C'est la tempérance, c'est-à-dire être parce que moi, t'entends, je bouillonne et hop, et c'est le côté, ok, un peu zen, je vois les choses et j'arrive à prendre le temps avant de renvoyer un scud ou le côté zen un peu. J'ai pas ça, moi, j'ai pas ça du tout. Puis aussi la générosité aussi des amis, c'est important. Oui, oui. Justement, on va en parler. Ce que vous appréciez chez vos amis, justement. La fidélité. La fidélité. Ouais, c'est une qualité précieuse. C'est important. Votre principal défaut? Eh ben, c'est justement que je suis un peu justicier souvent. Si je vois quelqu'un qui fait une incivilité non, l'exigence c'est bien. Je suis exigeant avec moi, je suis exigeant avec les autres. Ça je cautionne. Mais c'est le côté un peu, moi je suis un peu justicier quoi. Si je vois quelqu'un qui balance un truc, il va falloir que j'aille lui dire putain pourquoi tu craches cela ou pourquoi tu grilles la queue là. J'arrive pas à être zen par rapport à ça. Je suis un peu, j'ai dû être shérif dans une vie précédente. On sait jamais. Peut-être j'étais shérif. On a tous votre occupation préférée? Dormir. Dormir? Ah oui, dormir, c'est réparateur, c'est le rêve, tu fais des voyages. On soigne pas assez le sommeil, pour moi. Il y a beaucoup d'autres choses que j'aime, tu l'imagines. Hein. Oui, mais si en plus mer, dans les baignades aussi. Oui. Dans la mer. J'ai dans la mer, évidemment. Mais dormir, si tu dors bien, c'est important, c'est réparateur. Et le sommeil, c'est le pilier de la vie et de la santé. Ça, c'est important. Votre couleur préférée? C'est une couleur que j'utilise beaucoup en peinture, c'est le vert d'eau, vert bleu très pâle, et qui donne un très bon contrepoint avec des bleus denses ou des rouges pourpres, des grenades, tout ça. C'est une couleur que j'adore, qui repose, qui voilà. Apaisante. Votre fleur? La pivoine. La pivoine? La pivoine blanche. Oui, parce qu'il y a la rose, et magnifique fleur. Votre auteur ou poète préféré? C'est celui qui m'a le plus nourri et je pense que je suis vraiment alors je suis pas le seul, hein, et puis il y a un retour en vogue de cet auteur, mais c'est Hergé, le papa de Tintin. Ah oui? Oui, et ça m'a beaucoup nourri, c'est constitutif de ce que je suis, je pense, beaucoup. Votre film préféré? Je vais dire... Deux, je crois. Oui, enfin, je veux dire, non, c'est les Chaplin, quoi. C'est les Chaplin? Charlie Chaplin. Et les lumières de la ville, les temps modernes, enfin tout, même ces petits courts-métrages. Et puis où il faisait tout, quoi. Il réalisait, il jouait, il écrivait, il faisait la musique, il faisait les cascades. Enfin, c'est le génie absolu du cinéma. C'est extraordinaire parce que beaucoup d'artistes qui sont venus justement dans ce studio m'ont parlé souvent vraiment les temps modernes. On parle de Brigitte Fossé, on parle de Annie Dupéré, ils m'ont tous dit les temps modernes. C'est impressionnant. Alors justement, il y a un musée, j'en fais de la pub je crois, c'est à Vevey en Suisse. Vous avez le musée justement, la ville. Oui, où il habitait, ouais. C'est un havre de paix dans le jardin. Quand vous rentrez, il vous invite, on a l'impression que il est encore là. C'est impressionnant. Philippe, vous avez été à ce musée à Vevey? Non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je te conseille d'y aller, c'est vraiment une pépite. Alors, il paraît que sinon, le film préféré, c'est Mary Poppins. Et le pont de la rivière Kwai. Oui, non, alors, c'est quoi cette histoire? Je sais pas d'où tu sors ça, mais effectivement, Mary Poppins, c'est le premier film dont je me souviens enfant. Et j'avais vu au cinéma pendant les vacances de Noël, et j'avais halluciné, j'étais tombé fou amoureux de Mary Poppins, la magie de ce film. Et c'est un très bon film, j'ai revu depuis, il a très 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 bien vieilli. Et le pont de la rivière Kwai, parce que c'est le premier film un peu plus tard, peut-être quelques années plus tard, que j'ai vu, pas encore ado, où tu voyages, t'es à l'aventure, et puis c'est quand même violent, et c'était à la guerre. Mais effectivement, t'es bien renseigné, t'es bien documenté. Voilà. Votre mot préféré, Philippe? Oui. Oui. Le mot que vous détestez? Alors, tous les mots qui nous cassent les oreilles en ce moment, c'est du coup, c'est Black Friday, tous ces trucs polluants, vulgaires. Et du coup, je ne supporte plus, quoi. Du coup, en ce moment, mais en ce moment, du coup, tu le trouves à toutes les sauces pour tout. C'est cette vulgarité, cet aplanissement du langage. Moi, j'aime bien la langue, j'aime bien les mots, donc tout ce qui est c'est même pas la banalisation, c'est la vulgarisation. Donc du coup. Pour le moment, c'est du coup. On change aussi, il y a des mots ici. Voilà, c'est simple, c'est un peu... c'est léger, je trouve. Il y en a qui disent ici, voilà. Ah bon? Voilà, il y a des nouveautés aussi. Oui, mais au moins, c'est nouveau. Voilà, mais c'est nouveau. Du coup, c'est nouveau. Du coup, c'est nouveau, voilà. Le don de la nature que vous auriez aimé avoir?
L'ubiquité. Ou alors pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire là, il fait froid ce matin, il pleut, enfin on est à Paris, et me dire, allez, je vais sur cette île au large du Venezuela, voir là, les oiseaux, les animaux plonger, et puis je reviens tout à l'heure après, parce que j'aime être là. Voilà, pouvoir voyager, que ce soit pas compliqué de prendre l'avion, de polluer la terre qui est déjà, qui en peut plus. Joséphine Ange Gardien. Voilà. Le pays que vous aimez? La France. La France. Ah oui, La France. Plus je voyage, plus je me dis. Alors, j'adore voyager. Moi, Oui, vous êtes un voyageur. j'ai eu aussi, vous avez voyagé. J'ai la chance de connaître quand même la plupart des pays que j'ai envie de voir. Il y en a encore 2 ou 3 sur la liste. Mais on est gâtés, quoi. C'est un pays béni des dieux, la France. Par rapport à sa superficie, la richesse, le nombre de mers qu'on a, la montagne, les plaines, la culture, la diversité. C'est hallucinant. Votre devise? C'est l'euro, puisque je suis français. C'est pas mal. Un hommage à Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? J'aimerais l'entendre me dire retourne-y, t'as gagné une partie gratuite. C'est comme tourner manège, là. Je t'en donne le ticket. Ouais, parce que moi j'aime tellement la vie, je sais pas si j'ai peur de la mort, mais j'ai encore plein de trucs que j'ai envie de faire. Tant que le corps marche encore, que la tête marche encore, voilà. Alors après, j'ai aussi des trucs difficiles comme tout le monde, mais j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Moi, si on me disait, tu prends ça, tu vas jusqu'à 200 ans, je signerais tout de suite. Mais bon, la planète est déjà surchargée, donc alors là, on serait plus 7 milliards, on serait 15 milliards. 6 milliards de déambulateurs, donc non, il y a un moment, il faut tomber du tapis roulant. Mais moi, j'adore la vie, j'ai pas envie que ça s'arrête. Dévoré à pleines dents, en tout cas. Merci, en tout cas. Et pour vous, c'est quoi le bonheur, Philippe? Le bonheur, alors déjà, c'est ne pas subir le stress et des trucs qui nous polluent. C'est l'amour, et le bonheur absolu, c'est l'amour absolu. C'est l'amour que tu portes à ton enfant. Quand ton enfant pleure tout petit gigot, et que tu le rassures en le mettant sur ton cœur, ou quand ton gamin a 2 ans et que la nuit il a un cauchemar et que ça, c'est pour moi, c'est un moment de bonheur pur, parce que l'amour, être amoureux d'une femme, évidemment, c'est le bonheur. Mais souvent après, c'est un peu plus compliqué. L'amour paternel, l'amour pour les enfants, pour moi, c'est l'expérience du bonheur. C'est l'expérience du bonheur. Ouais. À la bonne heure. Non, de temps en temps, c'est 3 heures du mat. Et ouais. Yeah. Donc c'est pas toujours à la bonne heure, mais c'est toujours le bonheur. C'est toujours le bonheur. Voilà. Merci beaucoup Philippe Carrois d'avoir partagé ce bonheur justement ensemble. N'oubliez pas la malédiction de l'escargot qui est sortie en poche dernièrement. Oui. Voilà. Et puis aussi Paillettes pour septembre 2025. Dans les meilleures salles de province à partir de septembre 25. Ouais. Et puis après, si c'est bien, on sera à Paris. Et votre prochain livre, on va dire 2025-2026. Oui, mon éditeur aimerait bien. Je suis dedans, je commence, mais c'est pas vraiment un roman, c'est plus un récit. C'est pas autobiographique, mais c'est plus un récit. C'est encore une belle découverte qu'on va avoir. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup d'être venu Philippe Carrois. Merci à Alain à la réalisation. Je remercie Rabat, la directeur de la radio Armada. On se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, à 13h avec le bonheur. Prenez soin de vous. Surtout, ciao.